oui. Flo, tu as fait tes devoirs? Flo, est-ce que tu as fait tes devoirs? De toute façon, toi, tu comprends rien, t'es même pas ma mère. Tu files dans ta chambre tout de suite. Pire que les enfants, les ados, on en parle. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette seconde partie au sommaire, Caroline. La crise d'adolescence pour tous, comment gérer ce passage obligatoire à l'âge adulte? On en parle dans quelques instants avec nos invités. Et puis Laurent de Bassoul est avec nous, notre experte éducation. Oui, on parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on parle de lycéens qui ont recréé un procès au tribunal d'Ajaccio. Ah, pas mal. Allez, on va en parler tout à l'heure. Et puis comme chaque jour, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Vianov et nous poser toutes vos questions. Mais comme chaque jour, c'est la revue de presse. Oui. J'attends. On faisait le salut. Attendez, on peut le faire. Si vous voulez, on fait le salut. On fait le salut. Voilà, c'est très bien. Bon, alors aujourd'hui, c'est Macron à toutes les sauces. Sauce barbecue, sauce gribiche, enfin toutes les sauces. Voilà, on avait J-1, maintenant on est à J+1. Donc toute la presse analyse effectivement le discours d'Emmanuel Macron. Et finalement, il n'a pas convaincu grand monde. Alors on commence avec Le Parisien. Pour Le Parisien, il a entendu, mais il n'a pas répondu. Son discours sur la transition énergétique ne semble pas avoir convaincu ni apaisé les gilets jaunes. Et en page intérieure, Le Parisien nous dit Macron ne lâche presque rien. Pas tout à fait rien quand même, mais presque rien. Alors pour le quotidien, Gilets jaunes, syndicats et écolos restent sur leur faim. Il y a même une citation d'un gilet jaune qui dit « Fin des centrales à charbon en 2022 ». Il ferait mieux de nous parler de nos retraites. Voilà, c'est évident que c'était un petit peu déconnecté par rapport aux demandes immédiates. Puis on a ce dessin aussi, regardez, qui est sympa. Le ministre de l'Environnement va vous recevoir. Il doit nous prendre pour une espèce en voie de disparition. Parce qu'effectivement, le fait de les faire recevoir par François de Rugy leur a paru un petit peu étrange. Alors ça y est, on répare un peu, toujours les erreurs. Et Édouard Philippe a expliqué aujourd'hui qu'il allait recevoir les représentants. Mais on note quand même que le chef de l'État a un petit peu cherché à culpabiliser les gilets jaunes, en reprenant d'ailleurs les mots de Nicolas Hulot. Il faut se préoccuper des fins de mois des Français, mais il faut aussi se préoccuper d'un autre enjeu, la perspective de la fin du monde. C'était Nicolas Hulot, c'était pas de lui en fait. Ouais, c'était Nicolas Hulot. Alors, en effet, non, je sais même plus où on en est en fait. Non, on en est à l'humanité. Voilà, pour l'humanité, ça se résume en un seul mot, regardez. Déconnecté. Ah ben voilà, oui. c'est clair, c'est net. Et ce commentaire assez peu tendre qui est là, contraint de parler avant la présentation du plan pluriannuel de l'énergie, le chef de l'État montre sa surdité de dingue à la colère sociale. Voilà. Et Jean-Emmanuel Ducoing, dans son éditorial, parle carrément de mépris et de honte et il affirme que ce qui a dominé dans ce discours, c'est un vide sidéral. Aucune mesure d'accompagnement pour soutenir le pouvoir d'achat ou pour réduire la fracture territoriale. Mais de toute façon, c'est justement la grande absente du discours, la parole, pouvoir d'achat. On ne sait pas, on a zappé. Tout à fait. Oui. Alors même constat pour Le Figaro, regardez dialogue de sourds, parce que là on avait la surdité de dingue, et maintenant on a carrément le dialogue de sourds entre Macron et les Gilets jaunes. Pour répondre à la contestation, le président a ouvert une grande consultation populaire et esquissé une possibilité de modulation des taxes sur le carburant. Mais Le Figaro nous dit que son sondage lui donne quand même 76% des Français qui se disent insatisfaits. En effet, Macron fait un peu l'unanimité contre lui. Ah, carrément, Ah, oui. carrément. Alors il y a la Croix qui est un peu plus modérée, avec cette une, regardez. Le président défend une écologie populaire. Bon, c'est pas agressif, ça va à peu près. Et ensuite, c'est détaillé. Face aux Gilets jaunes, le chef de l'État a annoncé vouloir limiter l'impact des taxes sur les carburants sans y renoncer et a lancé une grande concertation. Voilà, ça s'est lancé, on verra bien. Du côté de Libération aussi, un joli titre, Jupiter revient sur Terre. Bon, ça nous plaît bien, puisqu'il y a la sonde InSight qui est arrivée sur Mars, on a Jupiter qui revient sur Terre. Je pense qu'ils ne se sont pas passés, ils ne sont pas privés aussi de ce petit sourire. Donc Libération nous dit que la nucléaire taxe flottante, Emmanuel Macron a tenté de renouer le fil avec les classes populaires, mais ces annonces énergétiques laissent les écologistes sur leur faim et risquent de ne pas suffire à calmer les gilets jaunes. En page intérieure, Libération fait aussi un petit titre sur le discours du changement de méthode, un petit clin d'œil à Descartes, qui est un peu repris par l'opinion aussi, avec ce petit titre en haut, le procès de la méthode du gouvernement. Enfin oui, moi j'y vois ça un petit peu. Et ce titre-là sur le côté, Macron redécouvre les grands classiques. Donc voilà, pourquoi pas Descartes et le discours de la méthode. Tout à fait. Avec les Échos, c'est un petit peu toujours le même esprit, évidemment. Macron lâche du lest sur les taxes sur les carburants, mais pas trop. Et le quotidien explique que la fiscalité sur l'essence pourra être adaptée en cas de flambée du pétrole. Bon, on sait que ces taxes flottantes n'ont pas été très convaincantes quand elles ont été appliquées en d'autres temps, sous Lionel Jospin. Certes.
Et côté satirique? Côté satirique, c'est mercredi, donc c'est le jour du canard. Évidemment, ironise, bon, c'est son job. Hein. Voilà, c'est Macron invente la transition bricologique. Bon, c'est vrai qu'avec les petits gilets jaunes, il y a un côté Bob le bricoleur. Voilà, enfin écoutez, c'est le canard. Toujours du faux moi dans le canard, mais toujours de l'humour, c'est sûr. D'ailleurs, le créateur de Bob l'éponge est décédé hier. Voilà. Non. À vous le dire, oui, c'est comme ça. Ah bah trop de Bob l'éponge, ça lui a fait un choc. Ouais, c'est ça. Bien. Allez, on termine avec Corse Matin. Corse Machin d'abord, Corse Machin qui nous livre un délicieux montage. Regardez, on ne peut pas s'en priver quand même. Macron ne change pas de cap, mais accepte de porter le gilet jaune pour voir quel effet ça fait d'être pauvre. Voilà, et après, oui. Cette fois, le vrai Corse Matin. L'officiel qui lui fait sa une. Pas du tout sur le même sujet. Regardez, sur une école hôtelière en Corse, un projet enfin sur la table. Un petit jeu de mots quand même aussi. Hein, oui, mais c'est vrai que c'est intéressant parce que c'est quelque chose qu'on attendait depuis assez longtemps, une école hôtelière en Corse. Il y a quand même beaucoup de restaurants et d'hébergements. Et puis, en page intérieure, pour le plaisir, on retrouve Hubert Tempête. Regardez ce titre aussi, Tempête Force 60. Là, on aime les Tempêtes Force 60 parce que ça veut dire que c'est 60 ans de carrière et ça va être fêté par Hubert Tempête, le grand chanteur humoriste qu'on adore, à l'espace culturel Charleroi qui ce jeudi et ce vendredi à Bigouille. Donc ça, c'est vraiment un rendez-vous à ne pas manquer. C'est un personnage extraordinaire. Parfait. On va d'ailleurs un petit peu en parler en troisième partie également. Vous faites bien. Merci beaucoup Marie-Jo. On vous retrouve pour le débat dans quelques instants. Dans une poignée de secondes, 2 minutes. Laurane, alors, après la marche contre les violences faites aux femmes de samedi dernier, vous vous êtes intéressée à un procès d'un genre particulier. Oui, alors il y a tout juste 1 heure, une classe de seconde du lycée Fèche était au tribunal de grande instance d'Ajaccio en train de jouer un procès fictif qu'ils ont écrit de A à Z. La victime, une femme battue. Donc ce projet, il est né d'une volonté de sensibiliser les jeunes à la lutte contre les violences faites aux femmes en lien avec cette journée internationale du 25 novembre. Et quoi de mieux finalement qu'une réelle mise en situation. Alors ces élèves de seconde, ils ont été accompagnés par leurs professeurs de français, d'histoire géo et d'éco-gestion. Et ils sont partis d'une vraie plainte qui a été déposée il y a quelques mois à Ajaccio et déjà traitée. Et à partir de celle-ci, ils se sont répartis les rôles des acteurs de la justice. Ils ont rédigé en groupe leurs interventions qu'ils ont apprises pour pouvoir jouer ce procès. Donc aujourd'hui, c'est de 9h à 11h. Donc pour le mettre en conditions réelles et le tout en seulement 3 semaines, cette préparation. Voilà, ça a été quand même assez rapide. Alors c'est un gros travail. Par qui ont-ils été accompagnés? Alors par leurs professeurs d'une part, mais ils ont aussi bénéficié de l'appui de la présidente du tribunal de grande instance. Ils ont reçu la visite d'un bâtonnier, du procureur de la République d'Ajaccio. Ils leur ont expliqué les rouages de la justice, etc. Ils ont étudié des fiches de plan de conduite d'un procès. Ils ont étudié des articles du code pénal. Enfin, c'est vraiment un vrai travail minutieux, quoi. Donc, il faut savoir aussi que ce projet, il a été commandé et soutenu par la rectrice, donc par le ministère de l'Éducation nationale, ainsi que par la Ligue du droit des femmes en Corse, dont la déléguée est Marie-Ange Souzine. Alors c'est aussi un beau projet pédagogique. Oui, c'est vrai. Alors non seulement ce projet, il a permis de libérer la parole des élèves quant aux violences faites aux femmes, mais cela entre parfaitement dans le nouveau programme de lycée qui met l'accent sur l'oral et sur l'éloquence, puisque voilà, il le joue... en vrai, hein, donc dans les vraies conditions. J'ai pu d'ailleurs discuter avec un élève, Paul Mathieu, pour ne pas le citer, qui a participé à ce projet et il dit avoir beaucoup appris sur le fonctionnement de la justice, sur ses acteurs, sur le vocabulaire qui lui est spécifique. En plus, ça a conduit à un véritable travail en amont de rédaction et le travail en groupe qui vient favoriser évidemment l'écoute et le respect de l'autre. Alors on aurait bien aimé voir ce procès. Pour les petits curieux comme Caroline, ça va être possible. Ah, très bien. Oui, parce que, en fait, la cerise sur le gâteau, c'est que ce procès, il est entièrement filmé et monté par une boîte de production. Parce que cette vidéo, elle va servir de support vraiment à la sensibilisation des violences faites aux femmes, de support pédagogique qui va être diffusé dans la France entière. Donc, c'est vraiment... cette vidéo, elle va avoir une portée nationale. Donc, bravo à nos petits Ajacciens pour ce beau projet et on a hâte de voir ça évidemment. Oui, et on en reparle dans Vianov mercredi prochain. Oui, voilà. C'est vrai. Plus en détail. Merci beaucoup. Laurane, vous restez avec nous. Merci à vous. Je reste. Allez, il est 12h35. C'est l'heure du débat de Vianov. Un dictionnaire.
Allez, les joies de la puberté, ces hormones, ces changements physiques, physiologiques, psychologiques aussi, un cocktail détonnant qui aboutit généralement à une bonne crise d'adolescence. Parenthèse enchantée pour certains, cauchemar pour d'autres. Comment guider son adolescent à travers ce passage obligatoire vers l'âge adulte? Pour en parler, nous accueillons le docteur Annie Smadja, pédopsychiatre. Bonjour. Bonjour. Annie, bienvenue. Et puis nous a rejoint Marie-Jo Arguillandigne, évidemment, et Laurane qui est restée avec nous. Alors, Annie, pour commencer, peut-être, comment définiriez-vous la crise d'adolescence? Qu'est-ce donc que cette chose un peu bizarre? Peut-être déjà, il faut dire que l'adolescence, au fond, est une construction. Peut-être que l'adolescence, ça n'existe pas avant le 19e ou 20e siècle. Et peut-être que c'est important aussi de souligner que l'adolescence, on en parle dans nos contrées ici, peut-être, je ne me suis pas pensé, peut-être faudrait-il se penser sur la question de savoir si dans les sociétés où les filles se marient à 11 ans, par exemple, à l'âge de la puberté, on parle aussi d'adolescence. Enfin, ça, c'est un petit peu pour relativiser la question de l'adolescence. Il y a un Américain qui dit aussi que nous avons tendance, dans nos sociétés, à figer les adolescents dans ce concept-là et à leur empêcher le passage à l'âge adulte. Bon, en tout cas, l'adolescence et ce qu'on appelle la crise, c'est quand même un moment de passage. Voilà. Comment quitter le territoire de l'enfance, et ce qu'on a toujours été pour l'autre jusque-là, et le discours dans lequel on s'est logé, pour devenir un adulte. Donc c'est un peu cette transition, c'est entre le passé et le futur, c'est entre l'enfant qu'on a été et l'adulte qu'on va devenir, c'est entre l'héritage et la transmission, et donc toutes ces questions-là, on peut envisager que non seulement elles sont bouleversantes, c'est un véritable moment existentiel important dans la vie de chacun, et ça se passe différemment en fonction des sociétés, de la famille et de ce qu'on est soi-même. Alors pourquoi, pour certains, je vous disais, c'est une espèce de passage, alors vraiment sans aucun souci particulier, et puis pour d'autres, c'est juste la fin du monde? Déjà parce qu'on est tous différents les uns des autres. Oui, ce qui est plutôt une bonne chose. Voilà, ce qui est une très bonne chose. Peut-être, on parlait aussi du contexte social, peut-être de l'évolution du socle familial dans lequel on est. Non pas qu'il faille accuser telle ou telle famille, mais sur quel fondement symbolique on s'appuie. Et puis peut-être qu'il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. Je parlais hier avec une jeune femme de 30 ans qui me disait « je n'ai jamais eu de crise ». Cette jeune femme, aujourd'hui, par exemple, elle a grandi dans une famille hyper progressiste, dans laquelle les tabous sexuels ne sont pas trop importants. Et il se trouve qu'elle était mûre intellectuellement vers 11-12 ans, dirons-nous, et que sa puberté, donc c'est toute cette effervescence pulsionnelle et ce qui déboussole complètement dans ce qui se passe dans le corps et dans ce qui se passe dans la tête, l'être en formation qu'on est, il se trouve qu'elle l'a eu vers 15 ans. Donc elle était prête, elle, à supporter et à pouvoir analyser tout ça. Donc au fond, ça n'a pas été une crise formidable. Voilà. Laurane, vous, en classe, est-ce que vous constatez cette crise où les adolescents se réfrènent un petit peu Bon, on peut la constater, évidemment, ils sont tous différents, donc il y en a chez qui on va le constater grandement, n'est-ce pas? Mais c'est un passage. Enfin, comme vous disiez, c'est vrai que donc moi j'ai la chance de pouvoir les suivre de la 6e à la 3e. Donc on ne juge pas. J'évite de juger sur une année en particulier, puisqu'après ils peuvent arriver totalement changés. Par exemple en 3e, moi je pense à la 4e. C'est vrai que c'est toujours le niveau qui est un peu plus touché, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Mais on ne se fie pas à ça. Alors après il y a un tas de choses qui entrent en compte. Ça peut être des contrariétés, des questions que l'on se pose dont on n'a pas les réponses parce qu'on ne nous les donne pas ou qu'on n'ose pas le demander non plus. Ce qui peut leur faire du bien quand ils se sentent mal ou qu'ils en veulent à la terre entière, c'est d'écrire. Et c'est vrai que quelquefois, lorsque je discute avec eux et que je sens qu'ils sont quand même énervés, on va pas se le cacher, je dis écris. Et donc parfois ils écrivent des pages et puis ils avouent que ça les soulage un petit peu quand même. Annie. Oui, c'est formidable ce que vous dites parce que c'est au fond, la seule façon qu'on a de nouer le corps et de nouer tout ce qui se passe dans le corps et dans la tête, c'est les mots et c'est l'écriture. Et c'est trouver un discours dans lequel se loger, dans lequel loger son nouvel être, celui qui en devenir. Parce que finalement, la question des adolescents, c'est qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont. Ah oui. Donc, et ce que vous dites très bien, c'est que vous incarnez le savoir, quelque part. Et il y a dans notre société actuelle, vraiment la question de qui porte le savoir. Avant, il fallait absolument passer par quelqu'un pour savoir quelque chose. Donc il fallait rentrer
dans le rapport à l'autre, ou le séduire, ou l'obéir, ou exiger. Bon, aujourd'hui, vous appuyez sur un bouton et en fait, le savoir est un peu solitaire. Et c'est un peu à la fois l'avantage et la difficulté. La véritable autorité, elle s'assoit simplement sur le fait que vous pensez que l'adulte qui est en face de vous, il en sait plus que vous. Parce que sinon, il n'y a pas d'autorité. Annie, comment on fait la différence entre une crise d'adolescence, c'est-à-dire les hormones qui se bousculent un petit peu, et un vrai mal-être, un vrai malaise? Je crois qu'il n'y a jamais à négliger le malaise, quelle que soit sa force. Et même s'il est, je dirais, apparemment léger. Parce que finalement, ce qui est très important, quelles que soient les réponses, il n'y a pas de réponse toute faite. On est dans une société où il y a des coachs pour tout, il y a des coachs pour manger, il y a des coachs pour, il y a des coachs pour élever ses enfants, il y a des coachs pour les éduquer. Bon. Il y en a qui ne viennent pas aussi. Oui, bon, enfin voilà. C'est dire le malaise dans lequel, mais ça c'est à prendre en compte dans le sens qu'il y a un vrai malaise, c'est-à-dire où sont les repérages. Autrefois, les sociétés traditionnelles donnaient les codes de passage de l'enfant. Aujourd'hui, comment on devient adulte, comment on devient une femme, comment on devient un homme, comment on se débrouille dans la vie, c'est pas si évident que ça. C'est pour ça que, quel que soit le malaise, ce qui est important, c'est qu'il y ait une présence, voilà, et un accusé de réception de ce malaise, fût-il infime, fût-il... Voilà. Effectivement, nous, de notre regard d'adulte, parfois, lorsqu'on vient nous parler de ce malaise, ça va nous sembler complètement dérisoire. Et puis, on se dit, oh, il en rira dans quelques années. Et ce sera sans doute le cas. Mais pour eux, c'est une étape difficile à passer. Pour eux, c'est grave. Donc ça, il ne faut pas le négliger. Voilà, chaque problème a son importance. Enfin, en tout cas, ce que je pense. Pour eux, c'est la fin du monde. Mais c'est oui, clair mais oui, les pauvres. Mais on n'est pas bien dans sa peau quand on est ado, dans sa peau grasse. Pas forcément, pas forcément. Marie-Jo, est-ce qu'on se sent désarmé et démuni quand on est parent d'adolescents? Oui, ça peut arriver. Moi, il se trouve que dans mon expérience personnelle, il a fait sa crise d'adolescence vers 4 ans. Dites donc. Ça existe. Ça existe. Ça s'appelle d'ailleurs la petite adolescence, c'est quelque chose comme ça. À 15 ans, il était avocat. Et en fait, c'est pas facile à gérer, parce que c'est des enfants quand même qui sont petits. Et là, la discussion est pas évidente. En revanche, du coup, l'adolescence s'est passée mais merveilleusement bien. C'est ça, Annie. Pourquoi? Peut-être parce que c'est la reviviscence. Enfin, il faut quand même. L'adolescence, c'est pas que la puberté. C'est pas que le corps, c'est aussi une étape qui, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit que c'est une construction, parce que le chronologique, le biologique et le comportemental, ça va pas forcément tout ensemble. Mais ce que vous dites très bien, c'est que l'adolescence, c'est une reviviscence de quelque chose qui s'est aussi passé ailleurs, c'est-à-dire de fantasmatique en quelque sorte. L'adolescence, c'est l'entrée dans la sexualité génitale, mais n'en déplaise à beaucoup, la sexualité, elle est infantile. Et au fond, quand on a bien réglé la question à 4 ans, c'est plus simple à l'adolescence. Oui, de l'appréhender à l'adolescence. Clairement. Une démonstration clinique. J'ai une petite réaction. Est-ce que le parent doit être, on dira, ami un petit peu avec l'adolescent, avec l'enfant, pour que ça se passe mieux? Très compliqué, parce que comment voulez-vous? Il faut quand même, pour pouvoir se fier, s'identifier à quelqu'un, il faut quand même que vous lui supposiez savoir un peu plus que vous. S'il est comme vous, déjà que vous êtes paumé, alors s'il est aussi paumé que vous avez quand même du mal. Alors, si vous voulez, c'est le côté copinage. Ce qui est très très important par rapport à l'adolescence et peut-être par rapport à l'éducation, c'est qu'il n'y a pas de symétrie. C'est-à-dire que quand même, le parent est toujours supposé en savoir un peu plus. Et si vous voulez que votre enfant se fie à vous, il faut bien que vous en sachiez un peu plus. Ça ne veut pas dire qu'on se la joue. Les adolescents sont très sensibles à ça, à l'authenticité, justement, une revendication d'authenticité, de vérité. Parce qu'il y a une remise en question totale des vieux ringards que sont leurs parents. C'est ça. Oui, mais ils justement. très vite d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Mais ça ne veut pas dire pour ça qu'on copine. Ça veut dire qu'on est là. C'est ça la présence. C'est-à-dire, et qu'on accuse réception surtout de la formidable nouveauté qu'est l'adolescence. L'adolescence, c'est plein de créativité. Et même si c'est tout petit, même si il y a une création formidable. Et quand vous allez vers un être nouveau que vous allez être, on n'a pas besoin d'un copain qui va être comme vous. Ceux-là, déjà, ils existent déjà. On s'identifie à un groupe, on a besoin de quelqu'un qui soit là et surtout comment on pourrait le dire, qui présentifie un point d'où vous vous voyez aimable et d'où vous vous voyez en possibilité d'être aimé, d'où vous avez une valeur. Donc, c'est plutôt de ça qu'il s'agit, c'est-à-dire accuser réception de cette nouveauté, c'est-à-dire dire oui, tu es singulier, oui, tu es différent, parce que ça, c'est très important, mais pour chacun, on est tous passés par là, hein. Enfin, je veux dire, par l'idée qu'on n'est pas forcément... Voilà, et quand vous quittez l'enfance, et surtout quand vous vous séparez de parents que vous aimez beaucoup, c'est encore plus dur que quand... Est-ce que la crise d'adolescence, Annie, est-ce qu'elle est genrée? Ça, c'est une question très actuelle, parce que la question du genre...
le genre se multiplie aujourd'hui. Donc avant, c'était assez simple. C'était simple. Apparemment. Binaire. On était fille ou garçon. Bon, maintenant, et c'est ce qu'on dit aussi de la modernité, vous avez une telle multiplication des possibles que finalement on peut rester éternellement dans une question de choix, dans un atermoiement et une interrogation éternelle. Ça, c'est vraiment les travaux actuels se penchent là-dessus, c'est-à-dire la différenciation sexuelle qu'on voit déjà dès l'enfance, parce que c'est pas à l'adolescence qu'elle se détermine, mais sur les choix. Il y a tellement de possibles aujourd'hui qu'on peut rester dans une éternelle indécision. Voilà, et que ça, c'est les travaux actuels. Et que faire quand la crise dégénère et l'adolescent devient violent, très colérique, voire violent? La violence est toujours l'expression d'une souffrance. Voilà. Déjà, de se dire ça, et par exemple de se dire que la violence ne vous est pas forcément adressée. Parce que la violence ou l'irrespect, il n'est pas adressé à vous, il est adressé paradoxalement à lui-même. C'est-à-dire que c'est assez terrible dans ce moment d'adolescence parce que finalement c'est un moment existentiel où vous vous rendez compte que du point de vue de ce qu'on est, il y a une grande partie, on a une partie très vide en nous et que de toute façon l'autre sexe vous le rencontrerez jamais. Voilà, que vous rêvez de l'idéal, de la personne idéale, mais en fait vous en trouverez un qui sera le moins pire, mais que le ratage existe toujours. C'est moyennement rigolo, si vous voulez, comme découverte. Donc, c'est moyennement marrant. Mais en même temps, c'est un moment fondamental parce qu'il va falloir faire comment la vie est formidable malgré tout ça, et comment il y a des tas de choses à faire, et donc le parent en face de ça. En fait, ça crée aussi une haine de soi et une honte qui fait que tout cela est projeté, c'est-à-dire que l'irrespect que l'enfant a vis-à-vis de vous, c'est l'irrespect qu'il a vis-à-vis de lui-même. Et la violence, en fait, c'est une violence qui s'adresse, mais qui passe par vous. Donc, il faut supporter et il faut inventer. Et c'est pour ça que je trouve assez formidable ces débats, c'est-à-dire que chacun doit inventer, les enfants inventent et les parents doivent inventer. Il ne faut pas se mettre de manière symétrique. C'est ce que vous disiez sur le copinage. Ouais. Il y a une chose qui est terrible, c'est l'asymétrie. C'est-à-dire agresseur-agressé, ça, c'est la guerre. De toute façon, ça n'avance jamais. Il faut essayer de faire un pas de côté. Ça ne veut pas dire qu'on dit tout. Non. On dit oui à tout. Les deux exemples que vous avez donnés sont assez formidables, là, de la méditation ou des procès. C'est-à-dire, c'est comment on se met juste à côté. C'est-à-dire, on ne fait pas une punition, on fait une scansion. Oui. C'est-à-dire, on dit non, mais oui. C'est-à-dire, on dit d'abord oui. Mais on règle. Voilà, on dit d'abord oui, c'est-à-dire oui à ta violence. Oui, j'entends. Oui, tu es violent, donc oui, ça ne va pas. Et à partir de là, comment on fait? Et déjà, ça modifie tout. Laurent, vous inventez en classe pour justement contenir... Alors oui, après, c'est vrai que j'ai enseigné dans des endroits où la violence était omniprésente, mais j'ai adoré travailler dans ces endroits, dans cet endroit en particulier, parce que oui, on était sans cesse obligés d'inventer. Sans cesse. C'est un renouvellement perpétuel, etc. Il n'y a pas le choix, de toute façon. Et puis, ce que vous disiez, franchement, je le rejoins, mais à 100%. C'est-à-dire que lorsque l'enfant était irrespectueux, ça arrivait, ou violent, je vais pousser ou jeter mes affaires, je me lève brutalement, vous voyez, des choses comme ça. Donc, c'est une violence aussi. Là, il fallait toujours que je me concentre et que je me dise, là, ce n'est pas ma personne qui est visée, c'est peut-être ce que je représente, etc. C'est pas un problème personnel. Et forcément, s'il réagit comme ça, c'est qu'il a une raison. Et en ouvrant le dialogue juste après l'incident, on comprenait toujours. Et l'enfant se mettait, par exemple, souvent à pleurer, par exemple, au moment de l'explication. Oui. C'est qu'il relâchait quelque chose. Depuis, elle fait du yoga, quand même. On l'a vu en première partie. Il faudrait que j'en fasse. C'est extrêmement important. J'étais surveillante d'externat aussi pendant mes années d'études. Et avec une population vraiment très, très compliquée. Et c'est vrai qu'à partir du moment où on leur expliquait pourquoi ça se faisait, ça se faisait pas, pourquoi quelqu'un leur donnait un avertissement, ils comprenaient très bien. Voilà. C'est l'injustice, effectivement, qui vraiment leur pesait. Et je pense aussi, donc il y a le dialogue, ça veut dire qu'ils vont ressentir la bienveillance, mais il y a la rigueur aussi, à mon sens. La rigueur. Le parent qui, d'après ce que je peux voir, le parent qui à un moment donné baisse les bras et ne vient plus si on le convoque parce que l'enfant a été sanctionné ou quelque chose comme ça, là, l'enfant, il est dans une perte totale de ses repères parce que lui, souvent, c'est peut-être une certaine attention dont il a besoin. Et là, je pense que même si on craque, ne pas baisser les bras, c'est vraiment...
Après, il y a certains enfants dont vous parlez, parce que c'est important de ne pas culpabiliser les parents qui sont dans cette position. Et souvent, ils ne peuvent pas faire autrement, ou certains enfants, dans des situations très difficiles, font état de ça et témoignent de ça. C'est-à-dire de comment leurs parents ont été eux-mêmes, n'ont pas su rentrer dans le lien social. Et un de mes confrères rapportait les paroles d'un enfant qui disait « Je suis humilié par génération interposée ». Voilà. Et de comment, effectivement, avec un ordre symbolique comme ça, un peu vacillant, c'est très difficile ensuite, et que la question de la présence aussi, pas seulement du cadre. Après, c'est vrai que les traditions, le patriarcat, d'une manière générale, les pères sont en déclin. Donc, le savoir ne passe plus par là. Annie, très rapidement, il nous reste 1 minute. Est-ce qu'on respecte l'intimité de l'adolescent ? De toute façon, toujours. Après, la question est de savoir, il faut respecter, mais dire « je suis là si tu as besoin ». Parce qu'au fond, ce dont ont besoin les adolescents, c'est ça. C'est-à-dire qu'on soit là pour accuser la réception. Même si on rate, en fait. Même si on ne peut rien faire, juste être là. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Et apprendre à leur parler, comme vous disiez, ça c'est formidable. Pour qu'ils arrivent à nous parler, il faut apprendre à leur parler. Ça passe par le langage. Bien sûr. Annie, un dernier conseil pour éviter la crise ? Éviter. Elle est inévitable. Je ne sais pas si on peut éviter. Il faut voilà. Adoucir, accompagner, on peut dire accompagner ce passage de l'enfant à l'adulte le mieux possible. Peut-être. D'accord, merci mesdames. Merci. On a bien discuté. C'était court. Ah oui, c'était court, mais bon, très intéressant en tout cas. Oui. Bon, nous, on va se retrouver en 3e partie de Vianov et on va parler chasse au trésor. On aime ça, la chasse au trésor. Voilà, vous allez voir, il va se passer quelque chose d'assez sympa en centre-ville, à Ajaccio. Ça s'appelle la chasse au trésor impérial et c'est organisé par Kevin Giovannaï que nous recevons dans un instant en plateau. Donc, vous allez, j'arrive pas à le dire, éloignez-vous pas trop. J'arrive pas. Restez avec nous. Restez avec nous, tout de suite.